Alors, bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bien heureux de vous voir aujourd'hui. Notre réaction de l'opposition officielle à la suite de la composition du nouveau gouvernement en cette 43e législature. Tout d'abord, évidemment, nos félicitations sincères aux nouveaux membres du Conseil des ministres. C'est toujours un grand moment pour ces gens-là, on le comprend. Évidemment, nos pensées vont eux et je veux assurer le gouvernement de notre collaboration pour faire avancer le Canada dans la bonne direction et nous assurons aussi le gouvernement de notre vigilance à titre d'opposition officielle. Il y a un mois, les Canadiens ont envoyé un message très clair à la classe politique. Travaillez ensemble, ayez une nouvelle approche pour que l'on puisse avancer le Canada comme il se doit. Il y a un mois, les Canadiens ont envoyé un message aussi très clair au premier ministre canadien. Il a perdu presque 1 million de votes. Il est le premier ministre en titre qui a eu le moins de votes dans l'histoire du Canada, ou moins de pourcentage de votes dans l'histoire du Canada. Il dirige le pays. Il doit avoir une nouvelle approche. Qu'avons-nous eu aujourd'hui? Un mois plus tard, eh bien, on a un cabinet plus volumineux et aux gens qui assument les responsabilités les plus importantes aux postes clés, essentiellement, ce sont les mêmes visages, les mêmes objectifs, avec les mêmes échecs. Donc, M. Trudeau a manqué son rendez-vous avec une nouvelle approche pour diriger le Canada. C'est une occasion manquée et malheureusement, ce sont les Canadiens qui vont en faire les frais. Vous savez qu'essentiellement, dans un Conseil des ministres, la personne clé, outre le premier ministre, bien entendu, c'est le ministre des Finances. Et M. Morneau reste à ses fonctions. Ça veut donc dire que le Canada va encore une fois souffrir de dépenses incontrôlées et d'un objectif nul concernant le retour à l'équilibre budgétaire. Nous avons maintenant un nouveau ministre des Affaires étrangères, Philippe-François Champagne, que je salue. Je le connais bien, puis j'imagine que pour lui, c'est un beau moment. Mais j'aimerais malheureusement rappeler à M. Champagne qu'en d'autres temps, il a tenu des propos qui sont pour le moins inquiétants quant à ses nouvelles fonctions. Le 9 mai 2017, il a déclaré, je cite, « Le Canada, de même que la Chine, est un exemple de stabilité, de régime prévisible fondé sur des règles de société très inclusives. » On sait qu'actuellement, le Canada a des graves problèmes avec la Chine. On sait que la Chine a des graves problèmes de respect des droits de l'homme à travers le monde entier. Et voilà que notre nouveau ministre des Affaires étrangères a tenu des propos semblables il y a à peine 2 ans. C'est inquiétant pour l'avenir. Nous remarquons tous aussi l'arrivée de Chrystia Freeland comme vice-première ministre et ministre des Relations fédérales provinciales. Quelques minutes à peine, Madame la vice-première ministre parlait des relations tendues qui existent actuellement entre le Canada, l'État fédéral et ses provinces. Dois-je rappeler à Mme Freeland que c'est son gouvernement auquel elle a participé qui a créé la division et la zizanie à l'intérieur du Canada? Elle est là pour réparer les pots cassés, mais le problème, c'est que le pot a été cassé par le gouvernement dans lequel elle a fait partie pendant 4 ans. On remarque aussi l'arrivée de l'activiste Stephen Guilbeault au sein de la table du Conseil des ministres. Et le premier ministre Trudeau a été très clair tout à l'heure. M. Guilbeault aura plein de choses à dire autour de la table du Conseil des ministres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un activiste qui est contre le développement des ressources naturelles au Canada, particulièrement l'énergie de l'Ouest, et qui est contre les pipelines, va être très actif autour de la table du Conseil des ministres. C'est un mauvais signal qui est envoyé pour tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'énergie au pays. On remarque également que le premier ministre a choisi 2 Montréalais pour adhérer au Conseil des ministres, mettant de côté des gens qui, pour bien des gens, auraient pu avoir accès au Conseil des ministres, que ce soit Mme Brière à Sherbrooke ou M. Lightbourne de Québec. M. Trudeau a choisi 2 Montréalais plutôt que ces personnes-là. Et alors, qu'est-ce que l'on constate? C'est que le premier ministre, comme je le disais tout à l'heure, a manqué un rendez-vous. Et pourtant, souvenons-nous qu'en 2015, le premier ministre Trudeau avait fondé son cabinet le 4 novembre. Donc, il y a 16 jours, si on se compare à aujourd'hui. 2 semaines et demie de plus. Pourquoi? Pour finalement rien du tout, pour rien de nouveau. C'est ça la réalité. Le Canada n'a pas été gouverné avec le nouveau gouvernement pendant 2 semaines et demie. C'est 2 semaines et demie de gouvernance perdue. Et c'est pourquoi je rappelle, ce que notre chef a demandé depuis déjà quelques jours, que la Chambre soit convoquée le plus rapidement possible pour régler le conflit du Canadien national. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thanks, everyone, for being here today. Conservative Caucus and our leader, Andrew Scheer, congratulates the newly named Liberal cabinet, and we wish them every success. This cabinet makes history. This governing party received less support in the election than any
governing party in Canadian history. Just 33% of the vote, which is the lowest share of vote that any governing party has ever received in the last 152 years. In fact, Mr. Trudeau lost 1 million votes, lost 27 seats, lost his majority, and lost the popular vote. Now, Mr. Trudeau may not be modest, but as Churchill would say, he has a great deal to be modest about. Since Trudeau took office in 2015, the separatist bloc has risen from the dead. Support in public opinion polls for Western separation is now at record highs, and the country is more divided than ever. So much for sunny ways. What's more, the Prime Minister may be under RCMP investigation for the SNC corruption scandal. His promise-breaking deficits are growing, growth is slowing, and the cost of living is rising. Today's cabinet is the same faces and the same failures. He is a foreign minister who says China stands out as a beacon of a rule-based system. He put a hardcore anti-pipeline advocate in a top portfolio. He put a GTA minister in charge of Ottawa. There is no senior representation for the prairies. He left in place the failed and disgraced Finance Minister Bill Morneau, who's been found guilty of breaking ethics violations, broke his deficit promises, and who raised taxes on the middle class. Now, despite all these failures, we need to work together to turn it around. Now, it is true that Andrew Scheer's Conservatives got more votes than any other party in the last election, 250,000 more than Trudeau's Liberals. And we must keep our word and advance the platform that 6 million Canadians voted for. But just because we got the most votes doesn't mean we can't work with the other parties. We will. We will work with other opposition parties to get to the bottom of the SNC and Mark Norman scandals. We'll work with any party that wants to lower taxes, balance budgets, advance pipelines, support lawful immigration, enact true environmental conservation, or reinstate a strong national defense. So in summary, we will support the government when we can, fight it when we must, and always in every way put Canada first. Thank you very much. Monsieur Deltel, vous allez avoir un lieutenant au Québec avec qui vous battre, croiser le fer. Comment est-ce que vous interprétez la nomination de M. Rodriguez au poste de lieutenant québécois? Bien, ça aura pris 4 ans à M. Trudeau à comprendre ce qu'il devait faire depuis 4 ans. Souvenons-nous de l'arrogance typique de M. Trudeau quand il disait « pas besoin d'un lieutenant, je suis moi-même le général ». Ben oui, mais avec un général d'opérette, ça donne des résultats d'opérette. Alors, ça a pris 4 ans à M. Trudeau à comprendre qu'on avait besoin d'un lieutenant au Québec. Écoutez, il faut remonter à Mackenzie King pour ne pas avoir de lieutenant politique québécois. Alors, je pense que c'était la chose à faire, mais ça a pris 4 ans à M. Trudeau à comprendre que son général d'opérette, il était temps qu'il change. Maintenant, il l'a choisi. Vous interprétez sa décision comment? Pourquoi vous pensez qu'il a changé d'idée? Bien, ça lui appartient à expliquer sa décision. Est-ce que vous êtes capable de travailler avec lui? Bien, évidemment, Pablo Rodriguez, c'est un type avec qui je m'entends rudement bien. Comme je le disais tout à l'heure, pour toutes celles et ceux qui ont été nommés au cabinet, c'est évidemment une belle journée. Puis nous, humainement parlant, on se connaît bien. Beaucoup de respect pour M. Rodriguez. Évidemment, je n'aime pas la façon dont lui et ses coéquipiers gèrent l'État canadien. Cela dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut l'assurer de notre collaboration pour faire avancer le Canada dans la bonne direction, mais notre vigilance pour éviter justement les dérives qu'on a connues aux 4 dernières années. So, Mr. Poilievre, you say that you want to have more, shed more light on the SNC Lavalin scandal, right? So does this mean that the Conservatives intend to use their position in committees to bring this back? Like what level of investigation are we talking about, and what more do you want to know? There's already been, an ethics inquiry and a parliamentary inquiry into it. Well, there's been no parliamentary inquiry because the Liberals shut it down barely after it started. And it's always been a foregone conclusion that an ethics commissioner testifies on his reports. I don't think the ethics commissioner has ever filed a report without testifying on it. The Liberals used their majority to shut that down. I suspect that the other opposition parties who favored accountability and hearings would support such hearings again in the future. And do you think
is that a major priority for the Conservatives, and how does that fit into the national unity division? So because you're basically saying it's up to the government to fix that division, and your role as opposition is to attack where they stop those investigations in committee. Is that what I'm hearing? I don't follow your question. Sorry, so is that a major priority, to bring back those investigations in parliamentary committees where the Liberals no longer will have majorities? Yes. Yeah, there's a lot we don't know yet. The Ethics Commissioner found no evidence that 9,000 jobs were at stake. So we need to know the real motivation for helping a powerful Liberal-linked corporation that gave over $100,000 of illegal money to the party avoid criminal prosecution. In the Mark Norman case, we want to know how much did it cost taxpayers to make Justin Trudeau's political problem go away? Why did the Prime Minister declare publicly that Mark Norman would be charged over a month before he was charged? Do we now live in a country where Prime Ministers can single people out and have them charged? Was it his public comments that prejudiced the process and led to an expensive taxpayer-funded settlement? These are matters that Trudeau was able to sweep under the rug before the election because his majority in the House gave him the ability to vote down inquiry, and not enough questions were asked outside of the House. So now that we have a majority of MPs not dependent on him, we can pursue accountability and the truth. And your colleague, Mr. Deltel, said in French that there's questions about why Mr. Morneau remains in his place as finance minister. Right. How do you feel about that, obviously? Well, Mr. Morneau was found guilty of violating ethics laws. He broke his promises to limit the deficit to $10 billion in 3 years. He broke his promise that he'd balance the budget this year. He broke his promise and raised taxes by $800 on the middle class. He kept his ongoing ownership in a company he regulates secret for much of the last term of Parliament. We were assuming that he would have been removed from cabinet, but Mr. Trudeau has decided to go forth with the same failed approach. Today, we have a lot of economic concerns. The deficit is growing, cost of living is rising, growth is slowing, unemployment is higher in Canada than in 4 of the G7 countries. And we need a change of course to fix those problems. What do you make of the Ministry for the Middle Class? It's a punchline? Yeah, I think it is a punchline. So they raise taxes on the middle class, but don't worry. If you can't afford to heat your home or drive your car, you've got a minister named after the middle class to make you feel better about it. Et en français, là-dessus, justement, M. Deltel, si je pourrais vous poser la question. Ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Un ministre sur la classe moyenne, vous voulez faire baisser les impôts. Eux autres aussi, c'est une bonne chose, ça, ouais, non? C'est la démonstration qu'ils n'ont pas réussi, justement, à aider la classe moyenne. Et l'autre réalité aussi, c'est que tout au long de leur mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont pris des décisions qui heurtaient directement la classe moyenne. Et c'est pour ça que la classe moyenne, pour 80% d'entre elles, paie 800 $ de plus qu'il y a 4 ans. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même un peu surprenant de voir qu'ils ont décidé de nommer cette personne-là pour rassurer tout le monde que soyez sans crainte, même si vous payez plus cher, on a le ministre derrière vous pour vous défendre. Wow! Ça promet d'être bon. Au niveau de l'Ouest, pendant que je vous ai au podium, là, il y a l'air d'avoir des efforts qui sont faits vraiment avec Mme Freeland, avec M. Carr, pour essayer d'avoir un peu plus d'efforts faits au niveau de l'unité, par exemple. Est-ce que les efforts que fait le gouvernement présentement au niveau de l'unité nationale, ça vous convainc? 2 choses. D'abord, dans un premier temps, concernant M. Carr, on sait qu'il est dans une situation délicate. C'est un homme pour qui j'ai énormément de respect et d'estime, avec qui j'ai de bonnes relations personnelles et à qui je souhaite le meilleur, évidemment, pour sa santé. Ce qui le place dans une situation, évidemment, très délicate. Vous aurez compris qu'au plan politique, je n'ai aucun commentaire à faire sur sa nomination et sur le fait que, justement, il est confronté actuellement à un combat 1000 fois plus important que quoi d'autre, c'est-à-dire sa survie, puis je l'encourage et mes bonnes pensées l'accompagnent dans ce combat-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'entendais encore Mme Freeland tout à l'heure dire comment elle se désolait de voir que les provinces étaient contre le gouvernement fédéral, que le pays était divisé. Ben oui, mais Mme Freeland, c'est votre gouvernement qui a créé cette situation-là.
Alors, c'est bien la moindre des choses si vous commencez à vous en intéresser. Vous auriez peut-être pu vous en intéresser au cours des 4 dernières années. Vous avez tout fait pour que le Canada soit divisé. Puis là, ils se vont dire, ah ben là, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Ben, je comprends. Pendant 4 ans, vous avez tout fait pour que ça aille tout croche. Alors, ce que Mme Freeland a à faire, c'est juste de ne pas faire ce qu'elle a fait pendant 4 ans. Mr. Poilievre, I had a very similar question in terms of just given the caucus and that the Liberals were that the Canadian electorate gave to the Liberals. How do you feel about the way that Trudeau has is representing dealing with Western alienation concerns by putting Minister Freeland in and Minister Carr as a special advisor? What he needed to do was signal action to address the problems facing Western Canadians. The No New Pipelines Bill C-69 will ensure that it is next to impossible to construct future pipelines to new markets. The tanker ban will ensure that you can't reach new markets. The carbon tax will make it impossible for many Western businesses to succeed, and he has done nothing to address that damage. You know, it's amazing. If I had told you 4 years ago that we risked the threat of a separatist movement with broad appeal in Alberta or Saskatchewan, you would have laughed. No one would have believed it. But in one mandate, Trudeau has ignited a separatist movement that now has more public support in the polls than at any time in Canadian history. That, along with the revitalization of the Bloc Québécois, a movement that was dead 4 years ago, signals that this Prime Minister has made our country more divided than it's ever been. So you're saying Wexit has more poll support than Quebec independence did in '93, or? No. No, sorry. Then could you clarify that? You're saying does Wexit have more popular support than Than ever before in Western Canadian history. Oh, Western Canadian. Sorry. Yeah.